Imagine un peu, mon ami, 3 jeunes femmes, incarnations de la jeunesse et de l'insouciance, se prélassant sur un voilier qui fend les eaux dans une sérénité céleste. L'une d'entre elles, vois-tu, s'apprête à lever l'ancre pour un périple sans retour garanti, et elle partage un adieu d'une intensité si poignante qu'il pourrait fendre l'âme. Le vent n'était qu'une caresse, une quiétude presque surnaturelle enveloppait la scène, et c'est là, sans le moindre préavis, que le cataclysme s'est abattu. Soudain, les cieux s'embrassent d'une lueur néon saisissante et un nuage d'une clarté surnaturelle se matérialise à l'horizon. Ha ha! En l'espace de quelques instants, l'océan explose dans une fureur démentielle, libérant des vagues qui s'écrasent avec une violence inouïe. Les jeunes femmes, dans une panique éperdue, luttent corps et âme pour maîtriser leur embarcation, mais la tempête qui s'abat sur elles est d'une férocité sans pareille. Une seule, tu m'entends, une seule d'entre elles survit au désastre, les 2 autres ayant été littéralement englouties, dévorées par la fureur implacable de la nature. Au même moment, loin de cette tragédie, au cœur de la métropole, 3 amis se préparent pour leur rituel sacré, leur partie de poker hebdomadaire dans la demeure de Tano. Et en chemin, les voilà pris au piège d'une manifestation monstre qui paralyse toutes les artères de la cité. Ils n'ont d'autre choix que de modifier leur itinéraire et durant leur détour, ils font une brève halte chez un caviste pour un whisky de circonstance. Ils finissent par atteindre la résidence où Anna, l'épouse de Tano, les accueille avec un sourire éblouissant. Vicente est là également, un visage familier autour de la table, et Lucas, lui, attend déjà leur arrivée avec une impatience palpable à l'intérieur. Tano est comblé de retrouver ses amis Rousseau et Juan, mais son expression se fige en instant. Il aperçoit Omar, le beau-frère de Rousseau, manifestement un invité surprise et indésirable. Juan, avec sa gentillesse coutumière, propose spontanément son aide à Anna pour sortir les poubelles. Il partage un franc éclat de rire en évoquant la manie de Tano à collectionner des vieilleries telles que des annuaires téléphoniques surannés et des cartes anciennes. Anna avoue même se débarrasser en secret de certains objets à son insu, une confidence des plus cocasses. Alors que la soirée bat son plein, l'ambiance est au beau fixe, les plaisanteries fusent et le whisky coule à flot. Mais voilà qu'Omar, d'une curiosité mal placée, se met à explorer la demeure et tombe sur un masque d'une étrangeté singulière. Juan le réprimande aussitôt, l'avertissant de ne surtout pas y toucher, car Tano est extrêmement possessif avec ses biens. Soudainement, l'atmosphère bascule et un son insolite et distordu, semblable à une pluie diluvienne anormale, commence à s'infiltrer dans la pièce. Au début, personne n'y prête vraiment attention. Mais soudain, Anna se met à hurler le nom de Tano dans une angoisse totale. Tout le monde se précipite vers la fenêtre et ce qu'il découvre est une vision stupéfiante. Là, gisant sur le sol à l'extérieur, se trouve Vicente, totalement inerte. Torno tentait de se rouer dehors pour lui porter secours, mais Lucas l'intercepte avec une présence d'esprit remarquable, l'avertissant que quelque chose cloche dans l'air. Anna est en proie à une panique totale, les implorant de ne pas ouvrir la porte. Et soudain, un grand fracas, un autre véhicule percute une voiture garée. La tension monte d'un cran alors qu'ils essaient tous de joindre leurs proches pour découvrir que les téléphones sont hors service. C'est à cet instant que Tano s'avance et prend les rênes avec une autorité naturelle, leur ordonnant de sécuriser la maison sur le champ. Rousseau, quant à lui, est en train de céder à la panique, mort d'inquiétude pour sa famille, ce qui est bien compréhensible.
Tano tentait de le calmer, mais Omar ne fait qu'envenimer la situation, lui lançant cruellement que ses promesses sont vaines. La situation atteint un point de rupture, les voix s'élèvent et alors, au milieu de ce tumulte, Russo pique un sprint désespéré. Il s'élance au-dehors dans une course éperdue et ne parcourt que quelques mètres avant de s'effondrer lourdement sur le pavé, foudroyé en une fraction de seconde. La pièce plonge dans un silence glacial et Tano, le cœur anéanti, se tourne vers Omar avec une rage pure dans le regard. Désormais, le groupe entier est frappé de stupeur alors que la température se met à chuter à une vitesse vertigineuse. Les pensées de Juan s'emballent, envahies par des images de sa fille Clara et de son ancienne compagne Elena. Puis, à leur grand étonnement, ils entendent frapper à la porte du garage. Une voix féminine implore de l'aide, et bien que Tano soit réticent, les autres le persuadent d'ouvrir. Il s'agit d'une jeune livreuse nommée Inga qui leur explique qu'elle réparait son vélo lorsque la neige s'est mise à tomber. Ils la laissent entrer, mais restent sur leur garde car ils s'attendaient à ce que le livreur soit un homme. Pendant ce temps, Juan s'éclipse dans le garage, cherchant frénétiquement des clés de voiture pour retrouver sa famille. Mais lorsqu'il tente enfin de démarrer le véhicule, le moteur reste désespérément silencieux, émettant un bruit à vous fendre l'âme. Au même instant, Tano observe un phénomène inquiétant. La neige au sol se décolore comme si elle était en train de mourir. Ils aperçoivent un voisin encore vivant de l'autre côté de la rue et tentent d'attirer son attention, le conjurant de ne pas ouvrir sa fenêtre. Piou! Mais il le fait, et en un éclair, lui et sa femme s'effondrent sans vie, ce qui ne fait que décupler la détermination de Juan à partir. Tano, saisissant la gravité de la situation, fait la promesse incroyable de lui confectionner une combinaison de protection avec les moyens du bord. Il offre même à Juan ce masque singulier et énigmatique qu'ils avaient découvert plus tôt. Au moment même où Juan s'apprête à partir, Omar perd les pédales et s'empare de l'arme à feu, exigeant la combinaison pour lui-même. Tano réagit avec une vivacité foudroyante et le maîtrise en quelques secondes, une démonstration de compétence impressionnante. « C'en est fini des caprices égoïstes », déclare-t-il avec une détermination de fer qui montre qu'il ne plaisante pas. Finalement, Juan enfile l'équipement, déverrouille la porte et pose le pied dans une cité qu'il peine à reconnaître. Finalement! Le paysage est jonché de silhouettes inertes sur le pavé, un silence de mort, et cette précipitation funeste recouvrant tout. Sa mission est d'une clarté absolue. Il retrouvera sa fille ou périra en essayant. Ça... Le deuxième épisode s'ouvre sur le souvenir poignant de voisins sur un toit se plaignant des coupures de courant incessantes. Juste au moment où quelqu'un s'apprête à proposer une solution, un fracas tonitruant secoue l'immeuble alors qu'une voiture en percute la structure. Un habitant se précipite en bas pour vérifier l'état du conducteur, mais à l'instant où il met le pied dehors, il s'effondre, raide mort. De retour au présent, Juan arpente la métropole silencieuse qui a des allures d'immenses cimetières à ciel ouvert. Tout autour de lui, des formes contorsionnées et des silhouettes figées témoignent de la destruction venue du ciel. Ce qui le perturbe au plus haut point, c'est une note subtile et obsédante, une légère mélopée portée par la brise. Quelques rues plus loin, Juan tombe sur un bus immobilisé, rempli de jeunes gens encore en vie qui implorent de l'aide. Le cœur déchiré, il réalise qu'il ne possède qu'un seul masque et est impuissant à tous les sauver. Il leur donne un peu d'eau, unique réconfort qu'il puisse offrir, et doit repartir le cœur terriblement lourd. De retour chez Tano, la méfiance a gagné du terrain et il doute désormais de la loyauté de chacun.
Il ordonne à Lucas de barricader les fenêtres et exprime ses vives inquiétudes concernant Inga et Omar, faisant preuve d'une prudence exemplaire. Inga, une ancienne militaire, excédée par l'attente, s'empare d'un casque, mais Tano l'intercepte. En échange, il lui présente un respirateur artisanal qu'il a fabriqué. Quel esprit ingénieux! Tano fait alors une découverte capitale. Il réalise que les vieux appareils analogiques sont toujours parfaitement fonctionnels. Il vérifie cette hypothèse stupéfiante en branchant une vieille radio à une batterie de voiture et celle-ci se met à grésiller et à fonctionner. Juan arrive enfin à l'immeuble d'Elena et ils partagent une étreinte poignante, une véritable explosion de joie. Hélas, leurs retrouvailles sont de courte durée car leur fille, Clara, est absente. Les autres habitants deviennent hostiles, exigeant des explications ainsi que son masque, et la situation dégénère rapidement. Des coups de feu retentissent, tandis que Juan et Elena gravissent les escaliers à toute vitesse et se réfugient dans un appartement vide. Il lui donne le masque et il confectionne à la hâte une tenue de protection pour qu'elle puisse partir à la recherche de Clara. Elena effectue un saut audacieux de la fenêtre jusqu'à un camion en contrebas et disparaît en un éclair. Elena effectue un saut audacieux de la fenêtre jusqu'à un camion en contrebas et disparaît en un éclair. Juan reste en arrière pour créer une diversion, brisant une fenêtre pour se servir de l'air glacial comme d'une arme avant de sauter à son tour et de perdre connaissance. À cet instant précis, Tano, Inga et les autres, désormais vêtus d'équipements de protection complets provenant d'une caserne de pompiers, surgissent sur les lieux. Ils découvrent Juan inconscient, le récupèrent et le placent à l'intérieur de leur véhicule endommagé. Il émerge d'une vision étrange aux teintes pourpres pour trouver Elena dans le camion avec lui. Elle a réussi, elle est saine et sauve. Le 3e épisode revient en arrière pour narrer l'histoire d'Inga qui a accepté de faire une livraison pour son frère par pure gentillesse. Cette unique décision a fini par sceller leurs deux destins d'une manière tragique. Dans le présent, Omar, dans un acte d'égoïsme achevé, dérobe le véhicule pendant que Tano se querelle avec un habitant. Il file à toute l'allure à travers les avenues désertes avant de percuter de plein fouet une énorme épave. Juan et Elena, pendant ce temps, atteignent enfin l'école de Clara et se séparent pour chercher le moindre indice. Elena découvre un garçon, Pablo, dissimulé dans un placard à balai, victime d'une mauvaise plaisanterie aux conséquences funestes. Le jeune garçon les mène sur une fausse piste concernant son adresse et à leur arrivée, ils découvrent que toute sa famille a succombé. Ils se font piéger dans une pharmacie par un couple paniqué qui leur dérobe leurs provisions et les enferme dans les toilettes. Par chance, Pablo était caché à proximité et parvient à les libérer après le départ de leurs agresseurs. Pendant ce temps, Inga retourne au parc où elle a vu son frère pour la dernière fois et y découvre sa dépouille, une vision crève-cœur. De retour à la maison, Tano capte enfin une transmission radio et le message qu'il entend est apocalyptique. Un homme en Uruguay l'informe que le fléau sévit là-bas également et qu'il a reçu des rapports similaires du Brésil. Cette précipitation mortelle n'est pas un phénomène régional, c'est un désastre à l'échelle planétaire. Et c'est là que Tano fait sa plus effroyable révélation à ce jour. La boussole est inutile, car le champ magnétique terrestre a été irrémédiablement modifié. La scène finale de l'épisode est glaçante, alors qu'une forme nébuleuse attaque et anéantit le couple qui avait volé Juan. Le 4e épisode s'ouvre sur nos survivants tenant un mémorial simple et sobre pour Rousseau, leur peine encore vive. Juan, contre toute attente, retrouve l'adresse voulue dans un vieil annuaire sorti des ordures, une véritable lueur d'espoir.
Tano et Juan joignent leurs forces, déterminés à trouver Clara ensemble avant de mettre le cap sur la propriété insulaire de Tano. Leur route est barrée par des militaires qui les informent que le centre-ville est bouclé et qu'ils doivent attendre les secours. Mais Tano reste sceptique et en suivant les soldats, il tombe nez à nez avec quelque chose de bien plus effroyable. Ce sont de monstrueux insectoïdes et ils observent, pétrifiés de terreur, l'un d'eux envelopper un soldat dans une toile épaisse et étrange. Ils réussissent à s'enfuir et se réfugient dans une église où ils tombent sur un autre groupe de rescapés dont fait partie Omar. Omar, sans surprise, tente immédiatement de monter les autres contre eux avec ses paroles mielleuses. Le groupe les informe que les créatures semblent systématiquement apparaître quand les lumières sont allumées, une corrélation pour le moins alarmante. Plus tard, dans un acte d'altruisme stupéfiant, un homme nommé Rango et une religieuse attirent les créatures vers l'église en faisant sonner son énorme cloche. Ils ont aspergé le sanctuaire de paraffine et tandis que les insectoïdes convergent, ils craquent une allumette, s'immolant avec eux dans un brasier infernal. Les rescapés s'échappent, mais alors qu'ils s'éloignent à vive allure, Juan réalise qu'il a déjà vu l'église en flammes dans une de ses visions. Le 5e épisode s'ouvre sur une autre vision de Juan, le montrant cette fois jeune soldat sur un champ de bataille. De retour au présent, le groupe arrive enfin dans le quartier de Clara et Juan entre dans la maison, le souffle coupé. Et elle est là, Clara, dormant paisiblement dans les bras d'Elena, un moment de pur bonheur. Pourtant, un détail est troublant. Clara porte la même tenue de voilière que dans la scène d'ouverture et soutient n'avoir jamais été sur un bateau. Plus tard, Lucas disparaît après avoir entendu un son étrange, puis le lendemain matin, la neige cesse enfin de tomber. Au moment même où ils savourent l'air limpide, 3 inconnus prennent d'assaut leur refuge, toutes armes dehors. Juan neutralise l'une d'elles et réalise avec horreur qu'il s'agit d'une jeune mère portant un médaillon avec les photos de ses 3 enfants. Lucas réapparaît alors avec des soldats d'une installation militaire nommée Campo Dayo, persuadant le groupe de les suivre. Ils arrivent enfin à la base, qui apparaît comme un havre de stabilité dans ce monde en plein chaos. Le dernier épisode commence avec Juan faisant un cauchemar au sujet de la femme qui l'a blessé, qui le regarde avec une infinie tristesse. Il se réveille à Campo de Ayo après s'être évanoui et Tano est vivement préoccupé par la détérioration de son état mental. Les militaires demandent à Tano, ingénieur électricien, de les aider à réparer une vieille radio pour contacter d'autres survivants. Le groupe décide de se rendre en train au cœur de la ville, mais à leur arrivée, une escouade se volatilise. L'escouade disparue réapparaît, mais ses membres ont été transformés, leurs esprits sont contrôlés et ils sont désormais alliés aux insectoïdes. Dans leur rang se trouvent Inga et bien évidemment Omar qui a rejoint leur cause. Lucas subit une crise de nerfs, divaguant sur des complots avant de blesser Omar et de sauter du toit dans un final tragique. Il est alors révélé que le groupe de retour n'est plus humain et ses membres attaquent sans aucune pitié. Juan et quelques autres parviennent à fuir jusqu'au train, mais s'il ne peut s'en contenter, il doit découvrir ce que cache le stade. Lui et un soldat loyal nommé Franco s'y rendent seuls et leur découverte dépasse l'entendement. Le stade est un centre de reconditionnement pour les humains hypnotisés par les créatures, transformés en une armée pour les envahisseurs. Puis, alors que Juan s'aventure plus profondément dans l'enceinte, tout s'éclaire avec une clarté foudroyante. Ces visions n'étaient pas des prédictions, mais bien des souvenirs, car il a déjà vécu tout cela.
Un bordement insolite et mélodieux emplit l'air, tandis que l'entité principale entonne un chant qui charme les esprits humains. Juan balayait du regard la foule de captifs hypnotisés, et c'est là qu'il la voit, sa fille Clara, debout parmi eux, le regard vide et figé.